je suis psychologue au Centre Mémoire de Lille et puis également dans un service de génétique. Et je remercie Emmanuel Hirsch et l'équipe de l'EREMA, bien sûr, parce que c'est un honneur pour moi en tant que professionnelle débutante d'être amenée à vous parler là, comme ça. Non pas de ce que je sais, puisque je ne prétends pas savoir, mais de ce que je perçois en tant que psychologue clinicienne, de ma place de témoin, finalement. Alors voilà, je vais tenter de vous parler des enjeux psychiques que suppose le savoir sur soi et de ce qui pourrait en découler finalement en termes d'accompagnement dans le cadre d'un diagnostic dit précoce, avec beaucoup de guillemets, puisque c'est le thème de cet échange aujourd'hui. Si les enjeux de l'anticipation, de la liberté du sujet, de son autonomie sont considérables, les choses ont beaucoup avancé de ce côté-là et c'est tant mieux, cela ne doit pas pour autant nous amener à considérer que l'individu, en tant qu'être autonome et responsable, serait un être rationnel, s'appuyant sur de l'information objective pour optimiser le déroulement de sa vie. Je ne crois pas que le psychisme humain fonctionne comme cela. Nous devons rester vigilants à ce sujet, parce qu'il est plus complexe, plus coûteux psychiquement et matériellement aussi, de tenir compte de la subjectivité de chacun et du caractère ambivalent du psychisme humain. Nous savons que la demande de la population générale, et je pense que ça va faire écho avec cette enquête qui est sortie, est directement liée à l'évolution des progrès en médecine, ces progrès qui modifient le paysage anthropologique de notre société. Alexandra Dur et ses collaborateurs ont montré par exemple dans le domaine de la médecine prédictive que la demande de la population était généralement de savoir quand cela était possible, même sans possibilité thérapeutique. Mais le cadre d'accompagnement médico-psychosocial qui a été mis en place dans ce domaine pour laisser le temps aux personnes de réfléchir en étant accompagnées de manière pluridisciplinaire nous permet de constater qu'avec un tel accompagnement, seulement la moitié de ces personnes environ décident finalement d'aller au bout de cette démarche. Bien sûr, on ne se situe pas ici dans le contexte de la médecine prédictive, mais peut-être que l'expérience dans ce domaine pourrait enrichir notre réflexion. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste, même si vous tous, vous le savez sûrement, insister sur la distinction entre ce qu'on appellerait le diagnostic présymptomatique et puis le diagnostic précoce. C'est quand même important de bien distinguer les deux. De manière très très simple, on peut dire que le diagnostic présymptomatique, comme le nom l'indique, c'est un diagnostic prédictif qui est effectué avant même l'apparition des symptômes chez une personne qui donc n'est pas malade. Donc cette personne, elle est dite à risque parce qu'elle a des antécédents familiaux. Et donc on va faire un test qui est basé sur une analyse génétique dans un cadre légal vraiment très spécifique qui est issu des lois de bioéthique. Et donc c'est un cadre contenant au sens protecteur du terme à la fois pour les personnes et puis pour les professionnels, qui est fondé sur deux piliers que sont la multidisciplinarité et la temporalité. Alors concrètement, quand il n'y a pas de bénéfice médical au fait de connaître son statut génétique vis-à-vis d'une maladie autosomique dominante à révélation tardive, eh bien on propose à la personne qui fait une demande de diagnostic présymptomatique un accompagnant pluridisciplinaire durant une phase de réflexion où la personne va décider, va faire le choix de savoir ou de ne pas savoir si oui ou non elle est porteuse de cette mutation qui concerne sa famille. Donc voilà, c'est dans ce contexte que là qu'environ la moitié des personnes qui initialement ont fait la demande eh bien, font ce que Marcella Gargiulo appellerait l'éloge de l'incertitude. Alors, dans le cadre d'un diagnostic précoce, cette fois-ci, la personne est déjà malade. Il s'agit d'établir un diagnostic dès les premiers signes de la maladie. La personne peut venir consulter avec une plainte qui est fondée sur des troubles cognitifs déjà présents, mais il arrive aussi que la personne n'exprime pas de plainte, et c'est parfois lié à la maladie, qu'elle soit venue sous le conseil de son entourage. Donc l'objectif du diagnostic précoce, c'est bien de diagnostiquer plus tôt pour toutes les raisons que vous nous avez si bien exposées. Alors, si nous sommes capables aujourd'hui de diagnostiquer précocement, si cela devient nécessaire même, alors peut-être pouvons-nous nous permettre de mieux préparer les personnes à recevoir une annonce diagnostique de maladie d'Alzheimer et ses conséquences, mais également d'utiliser ce temps pour permettre à certains d'exprimer une demande d'ignorer. Plus clairement, si on annonce plus tôt, si on gagne du temps en quelque sorte, alors
Pourquoi pas se donner les moyens de le faire dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire et souple dans le temps, un peu à l'image finalement de ce qui est déjà fait en médecine prédictive, mais de manière ajustée, bien sûr, il s'agirait simplement de s'en inspirer. Donc de la même manière qu'un diagnostic précoce est susceptible de permettre une meilleure prise en charge médico-sociale, l'anticipation de l'annonce de ce diagnostic et de ses conséquences pourrait protéger la psyché du patient et de son environnement relationnel d'une effraction des organisatrices. Alors vous allez me dire, comment diagnostiquer plus tôt tout en anticipant les effets de l'annonce ? Eh bien, cela ne me paraît pas paradoxal parce que diagnostic précoce ne signifie pas diagnostic sauvage. Alors nous savons que le bénéfice de la formulation... Je pense que j'ai oublié de passer mes diapos. C'est pas grave. Excusez-moi. C'est pas grave, c'est très clair, c'est très bien dit, ça pose Excusez-moi. aucun problème. Voilà, bon. Comme quoi vous n'en aviez pas besoin. Donc je vous propose... nous savons que le bénéfice de la formulation d'un diagnostic à un moment donné dépend de l'individu, dans sa globalité, ce qui comprend son environnement relationnel. Donc peut-être faudrait-il prendre le temps de le connaître avant d'amener à un rythme ajusté cette nouvelle. Alors cela est difficilement réalisable aujourd'hui dans nos institutions où le temps est compté décidément. Je vous propose donc de réfléchir aux effets du savoir diagnostique sur l'appareil psychique pour imaginer une conjugaison possible entre diagnostic précoce et ajustement temporel. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de... Donc, quels effets du savoir sur la temporalité psychique ? Ce qu'on appelle la temporalité psychique, c'est forcément réducteur ce que je dis parce que c'est rapide, mais c'est ce qui s'oppose en fait au temps chronologique, au temps qui s'écoule de manière linéaire. Nous savons que psychiquement, il existe une forme de temporalité qui est très particulière, qui dépend de l'histoire de l'individu, de sa personnalité et puis du contexte, etc. Les processus psychiques ne se règlent pas sur des horloges, mais sur des logiques subjectives qu'il n'est pas possible de mesurer. La question du savoir s'articule donc naturellement à celle de la temporalité, parce que disposer d'un savoir sur soi, sur son avenir, sur son corps, a immanquablement des effets sur le temps vécu et crée généralement une rupture dans le cours de l'existence, de telle sorte que de nombreux remaniements s'opèrent. Des problématiques familiales sont susceptibles de se voir réactualisées, des conflits psychiques anciens sont parfois revisités, et puis des remaniements identitaires profonds sont susceptibles de se mettre en place, amenant parfois les personnes à ressentir ce sentiment d'inquiétante étrangeté par rapport à elles-mêmes. Enfin, savoir qu'on est atteint d'une maladie peut confronter brutalement à l'idée de la finitude. C'est dans ce sens que Marcella Gargiulo affirme que l'information sur l'avenir peut laisser une personne sans devenir. Un tel savoir peut ainsi constituer non pas une liberté, mais un enfermement, une aliénation dans une dimension du déterminé, à une place de malade. Parfois, pourtant, savoir devient une nécessité, et je pense que ces derniers jours, on l'a beaucoup montré. Cela peut devenir un besoin pour une personne et son entourage. Dans cette situation, le diagnostic est porteur de sens. Il permet de comprendre les changements ressentis, ce qui est parfois perçu comme un véritable soulagement, notamment quand il s'agit de patients dont le parcours a été semé d'embûches avec une longue errance diagnostique. La personne qui vit les troubles cognitifs éprouve elle-même le besoin de comprendre, d'être écoutée et reconnue dans les symptômes dont elle souffre. Plus le temps de l'errance diagnostique aura été long, et je pense aux patients jeunes en particulier, plus l'annonce est accueillie avec soulagement. Peut-être aussi parce que ce temps aura permis la formation d'une angoisse protectrice. Alors, pour le médecin, diagnostiquer est également ressenti comme une nécessité, voire comme un impératif éthique. Il existe beaucoup d'arguments en faveur de la précocité d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il est nécessaire à la mise en place d'un suivi médical approprié, il est nécessaire aux démarches d'anticipation, etc. Et puis, ça, vous l'avez tellement mieux exposé que je ne vais pas insister, c'est vraiment nécessaire. Mais ces arguments, donc, en faveur d'un diagnostic précoce, ne sont pas incompatibles avec l'idée selon laquelle la temporalité dans l'annonce est humainement essentielle et revêt, elle aussi, une valeur d'anticipation protectrice. Elle permet plus concrètement d'éviter les risques d'effondrement traumatique, de mise en place de mécanismes défensifs rigidifiés comme l'évitement, le déni, qui vont forcément poser problème à long terme. Alors donc finalement, la temporalité dans le processus diagnostique ne serait-elle pas un second impératif éthique à conjuguer avec le premier ? Écouter, prendre au sérieux, reconnaître les symptômes est déjà une première étape qui soulage les patients et leurs proches. En brûlant cette étape, on ne suit pas la logique temporelle du sujet humain, mais celle froide et rationnelle d'une médecine technique déshumanisée.
S'il paraît bien sûr essentiel de faciliter l'accès aux consultations, et partout d'ailleurs, une fois que le patient est suivi, peut-être n'y a-t-il pas d'urgence. Il paraît surtout urgent de prendre son temps, d'être à l'écoute des mouvements ambivalents qui fondent l'individu. La volonté d'être tenu dans l'ignorance doit être respectée, nous dit-on, autant que le droit de savoir. Mais comment s'exprime ce besoin, cette demande de savoir ou de ne pas savoir? L'ambivalence est la règle et non pas l'exception. Encore faudrait-il prendre le temps de la reconnaître. Elle complique l'accompagnement dans la démarche diagnostique. Elle ne se laisse entrevoir qu'à travers la relation. C'est pourquoi il est parfois moins coûteux, psychiquement et matériellement, de ne pas la voir. Certaines personnes vont venir, par exemple, consulter, cherchent une écoute, une réassurance, mais ont déjà pensé à la maladie d'Alzheimer, mais ne sont pas prêts à entendre les mots, ou viennent dans l'espoir même, parfois complètement irrationnel, qu'on leur démontre qu'ils ne sont pas malades ou qu'il s'agit d'autre chose. Alors, si les dégâts psychologiques que peuvent causer ces décalages entre temps médical et temps psychique restent subjectifs et se voient peu, finalement, il existe des conséquences tout à fait objectivables. L'évitement du patient ou de son entourage en est une qui peut aller jusqu'à l'isolement et le renoncement au suivi médico-social. L'expérience montre que les personnes qui accèdent à un savoir sans accompagnement adéquat sont susceptibles de refuser les implications du diagnostic, et ça a été montré notamment en génétique dans le domaine de l'oncogénétique. Une plainte nésique, une demande de prise en charge, ne signifie pas automatiquement que la personne et son entourage souhaitent de manière ferme et éclairée obtenir un diagnostic précis et dans de brefs délais. Il s'agit parfois de respecter les mesures de protection psychique des personnes. Cela peut sembler difficile à admettre. On peut le vivre comme une situation paradoxale. Ça peut ne pas faire écho à notre mode de pensée habituel. Mais il est peut-être bon de rappeler que ne pas aller au bout de la précision d'un diagnostic dans de brefs délais n'implique pas une démission dans l'accompagnement des malades. L'attitude, en revanche, qui consiste à refuser de voir les signes ou d'entendre les plaintes des personnes en s'appliquant à les ignorer, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de traitement, relèverait cette fois d'un manquement à la responsabilité éthique du médecin. Alors, en étant soi-même un sujet, en proie au conflit interne, avec une histoire singulière, comment s'ajuster à la temporalité des personnes que l'on accueille ? La temporalité du processus diagnostique devrait, à mon sens, dépendre de la demande à la fois explicite et implicite des patients et des proches. La première est relativement simple à entendre et la seconde nécessite de prendre le temps de la rencontre pour se faire l'adresse de l'ambivalence qui caractérise toute demande. Proposer à la personne de l'informer concernant son état de santé, son avenir, la place, elle et ses proches, dans une situation de vulnérabilité. C'est pourquoi il est fondamental d'accueillir et de prendre le temps d'écouter en faisant preuve d'humanité, d'aller à la rencontre de l'autre en tant qu'individu et non pas support potentiel d'une maladie, de s'engager dans la relation avec lui, de s'intéresser aux ressources, on l'a beaucoup dit, de ne pas se focaliser sur cet aspect déficitaire parce que la démarche diagnostique nécessite naturellement de mettre en valeur ce qui ne va pas et donc d'échanger autour aussi des possibilités conservées. Cela nécessite un investissement émotionnel important de la part des professionnels qui se laissent affecter en quelque sorte pour parler avec le patient et non pas au patient. Il existe autant de représentations de la maladie d'Alzheimer qu'il y a de personnes. Médecins, patients et proches n'auront pas la même. Il est donc capital de bien s'attacher à saisir ce que la personne entend subjectivement avec ses représentations et son histoire. Par ailleurs, savoir ne signifie pas la même chose pour chacun de nous. C'est en fonction de ce que l'on aura perçu de la coloration du monde interne de la personne et de ses proches que l'on pourra s'ajuster sur mesure pour trouver ce temps propice, ce kairos de l'annonce, qui s'inscrira dans une démarche résolument progressive. Je conclus. Généraliser, à mon sens, des pratiques de diagnostic précoce en l'état actuel des choses serait susceptible de causer quelques effractions traumatiques chez certains, mais laisser les personnes livrées à elles-mêmes, souffrir de changements auxquels elles ne rattachent aucun sens, cause actuellement d'importantes blessures qui animent par la suite un vif besoin de savoir. Dans ce contexte, la perspective d'un diagnostic précoce pourrait se concevoir avec la possibilité d'un ajustement fin à chaque individu qui permette à la fois de respecter le droit de ne pas savoir en lui donnant l'opportunité de se faire entendre, mais également de respecter le caractère temporel de l'appareil psychique humain, et cela peut être à partir d'un cadre
qu'on imaginerait à plusieurs et qui s'inspirerait de ce qui est fait dans le domaine de la médecine prédictive avec ces deux notions de la temporalité et de la multidisciplinarité. Ce cadre contenant pourrait se matérialiser par la construction d'espaces-temps accueillant le sujet, divisé en lui-même par essence, mais plus que jamais parce que fragilisé, en proie au mouvement des organisateurs. Ce dernier aura besoin à la fois de rationalisation objective, d'explications scientifiques, mais aussi d'histoires qui humanisent, d'endroits pour déposer ses croyances, ses affects, ses espoirs, et puis d'endroits pour déployer ses demandes explicites et latentes au sein de relations étayantes. Les médecins également auraient besoin d'espace pour parler de leur vécu, du quotidien, de leurs interrogations cliniques, de leurs difficultés. Mais le temps consacré dans la relation à l'autre, simplement pour parler, n'est pas rentable. Cette clinique, inutile aux yeux d'un système économique, n'en demeure pas moins essentielle. Je vous remercie pour votre attention.